Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En ces temps de canicule, même si ça ne touche pas toute la France, contrairement à ce que la météo peut raconter à longueur de journée. Non, il y a des régions qui sont épargnées plus ou moins. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Voilà, donc je voulais revenir sur l'affaire du petit Émile, hein, cette tragique disparition. Depuis maintenant 6 semaines hein, que ce petit garçon a disparu. Alors, je voulais surtout parler d'un point de vue judiciaire, juridique. La façon dont ce dossier a été traité, enfin cette disparition inquiétante. Alors déjà, je fais un petit résumé. Donc, voilà. C'est l'histoire du petit Émile, hein, 2 ans et demi, qui passe son premier jour de vacances chez ses grands-parents dans le Haut-Vernay. Tout est censé bien se passer. Il est au sein d'une grande fratrie, hein, puisque les grands-parents ont 10 enfants et apparemment 8 enfants sont présents au domicile, enfin dans la résidence secondaire des grands-parents. Le petit Émile est censé faire une sieste l'après-midi. Le grand-père charge le coffre de la voiture pour aller effectuer des réparations au niveau d'une clôture qui sert pour des chevaux, hein, parce qu'ils font pas mal d'équitation apparemment. Et le petit Émile apparemment a été habillé, hein, puisqu'il est sorti de sa sieste, il a été habillé avec un short et un t-shirt. Et bizarrement, aux alentours de 17h, 17h15, les grands-parents se rendent compte que le petit Émile a disparu. Il n'est pas dans la maison, il n'est pas dans le jardin. Alors ils cherchent un peu, ils fouillent, ils ne trouvent rien. Alors ils sont paniqués, ils vont prévenir les voisins de la disparition de leur petit-fils et tous se mettent à chercher fébrilement dans les alentours de la maison, c'est-à-dire dans le hameau, dans le centre du village. Tout le monde cherche pendant 3 quarts d'heure, fébrilement, frénétiquement, mais personne ne trouve trace du petit Émile. La grand-mère, 3 quarts d'heure après cette supposée disparition, contacte les gendarmes pour leur faire part de la disparition de leur petit-fils. Tout de suite, les gendarmes vont intervenir et vont passer toute la soirée, même le début de la nuit, à procéder à des fouilles dans le village, dans le centre, dans les bois aux alentours. Puis les fouilles et les recherches vont continuer les jours suivants en mobilisant tout d'importants moyens humains, hein, puisqu'on va avoir des gendarmes, des pompiers, des volontaires, des bénévoles qui vont tous ratisser en long, en large et en travers sur un périmètre de 5 km le hameau, 97 hectares, sans trouver la moindre trace du petit Émile. Pas même un bout de tissu, ou bref, rien du tout. Donc tout de suite, les gendarmes vont prendre pour argent comptant les dires de la grand-mère qui affirme que le petit-fils a dû faire une fugue, est parti se promener tout seul, a dû se perdre dans la nature. Et pendant plusieurs jours, on considère que c'est la seule piste possible, c'est-à-dire que le petit garçon s'est éloigné du domicile, qu'il a pu faire une mauvaise chute et qu'il est tombé quelque part, qu'on va sûrement le retrouver. Pendant plusieurs jours, c'est uniquement sur quoi l'enquête se base. Donc là, on est sur une enquête en fait de flagrance. Donc après avoir cherché pendant plusieurs jours, avoir mobilisé des moyens humains, des chiens renifleurs et tutti quanti, on ne trouve toujours rien. Donc les jours passent, toujours rien. Au bout de 2 semaines, on décide de faire une enquête, on va dire, préliminaire, puisque la piste, on va dire, de la fugue semble de plus en plus compromise.
Voilà, donc on en est là pendant 15 jours. Il ne se passe pas grand-chose à part des fouilles hein, du périmètre. Alors on nous dit quand même voilà, qu'on fait des fouilles, que toutes les habitations sont fouillées, enfin les habitations du hameau, les véhicules, qu'on a fait un bornage des téléphones le jour de la disparition, etc., etc. Ok. Donc voilà, il y a un témoin. Alors il y a des témoins, les fameux témoins. Le matin, qui ont vu le petit Émile donc jouer sur la place du village, près de la fontaine, avec d'autres enfants, sûrement ses oncles et tantes, qui étaient habillés simplement d'une couche culotte. On rappelle qu'il faisait très chaud à ce moment-là, hein, c'était la canicule. Et puis, potentiellement, d'autres voisins l'auraient vu, mais alors à quelle heure? On nous a dit que c'était juste après la disparition d'Émile, entre 17h15 et 17h30. Mais bizarrement, si à ce moment-là, tous les voisins étaient mobilisés pour fouiller le hameau, comment se fait-il que cette personne d'une soixantaine d'années affirme avoir vu le gamin déambuler tout seul dans la rue en direction du bas du village et qu'il n'ait pas réagi alors que toutes les autres personnes, enfin beaucoup de voisins, étaient en train de chercher frénétiquement le petit Émile. Si ça avait été le cas, je pense qu'il aurait été rattrapé. Enfin bon, bref. Donc entre les témoignages confus, les déclarations hasardeuses, les affirmations décousues, tout ça est très alambiqué et force est de constater qu'on n'en sait pas plus. Donc au bout de 15 jours, 3 semaines, voyant que toutes ces fouilles et ces recherches n'ont absolument rien donné, sachant qu'attention, les fouilles et les recherches n'ont été effectuées que dans un périmètre de 5 km autour du hameau. C'est-à-dire qu'on n'est pas allé voir plus loin. Hein. Donc là, au bout de 3 semaines, hein, vu que tout ça n'a rien donné, on se décide, j'ai envie de dire enfin, et pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, à ouvrir une information judiciaire. C'est-à-dire que jusque-là, c'était le procureur qui était en charge de l'enquête. Et là, on décide enfin d'ouvrir une information judiciaire en désignant 2 juges d'instruction qui auront donc des prérogatives plus étendues par rapport aux enquêteurs initiaux pour procéder notamment à des perquisitions plus poussées et peut-être à des auditions plus développées, etc., etc., etc. Alors moi, ce qui m'a fait un peu tiquer, c'est qu'on nous dise « Oui, ils vont pouvoir procéder à des perquisitions sans obtenir au préalable l'accord de la personne concernée. » C'est-à-dire que pendant 2 semaines, pendant les 2 premières semaines, s'ils avaient des perquisitions à effectuer et que la personne concernée ne souhaitait pas que ce soit effectué, ils ne pouvaient pas agir. Enfin bon, je ne comprends pas tellement. Enfin bref. Bon. Donc voilà. Donc, on en était là jusqu'à pas très longtemps. Et puis là, il y a quelques jours, hein, il y a 2-3 jours, après plus de 6 semaines de disparition du petit Émile, on décide enfin à requalifier l'enquête qui était jusque-là une enquête pour disparition inquiétante et donc une enquête qui était basée sur le chef de recherche des causes de la disparition vers une piste criminelle. C'est-à-dire que jusqu'à présent, la piste criminelle, bien qu'elle ait commencé à être envisagée à peu près 15 jours, 3 semaines après la disparition du petit Émile, n'avait pas clairement de qualification juridique. C'est-à-dire que les enquêteurs et éventuellement les juges d'instruction n'avaient pas les prérogatives nécessaires pour mener des investigations étendues. Ça paraît assez aberrant. Donc là, au bout de 6 semaines, on requalifie l'enquête du chef de recherche des causes de la disparition vers la piste criminelle. Et là, on parle de chef d'enlèvement, arrestation, détention et séquestration arbitraire. Et on nous dit que voilà, l'enquête est requalifiée pour permettre, il serait peut-être temps, hein, aux enquêteurs et aux juges d'instruction de mener des actes de procédure plus étendus que ce que c'était jusque-là. Ah ben ça fait un peu peur, hein, parce que ça veut dire qu'avant, ils n'avaient pas des prérogatives assez étendues pour éventuellement
auditionner quelqu'un, enfin si auditionner, mais bon, ils n'avaient pas trop de prérogatives. Bon, je ne comprends pas pourquoi ils ont attendu 6 semaines. Alors, on nous dit tout de suite que, oh là là, attention, ne vous emballez pas, ce n'est pas parce que l'enquête est requalifiée en chef d'enlèvement, arrestation et détention et séquestration qu'on a potentiellement des suspects dans le collimateur, blablabla. Non, non. Bon, ça, on n'en sait rien, hein, puisque, évidemment, le secret de l'instruction est toujours bien gardé, donc on ne sait pas clairement où en sont les enquêteurs. Tout ce qu'on sait, c'est que cette requalification juridique de l'affaire va permettre aux enquêteurs de réaliser des actes qui jusque-là n'étaient pas autorisés par le précédent cadre juridique, et notamment procéder au placement en garde à vue de certaines personnes, de certains potentiels suspects, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, et de pouvoir déférer éventuellement ces personnes devant le juge d'instruction. Voilà. Parce qu'avant, on ne pouvait pas. Voilà. J'en reste comme deux ronds de chapeau. Enfin bon, bref. Et on nous dit aussi que ça permet d'investiguer davantage, notamment pour les écoutes téléphoniques. Alors, c'est-à-dire qu'avant, pendant les 6 semaines là, qu'on suivit la disparition du petit Émile, il ne pouvait pas procéder à des écoutes téléphoniques d'éventuels suspects, que ce soit dans la famille ou des proches, etc. Non. Ah bon. Ah bah c'est vachement pratique. Enfin bon, voilà, ils se sont décidés enfin, je trouve de façon assez tardive, et c'est un peu incompréhensible, mais bon, de requalifier cette enquête pour pouvoir mener des investigations supplémentaires. Alors, est-ce qu'ils ont d'éventuels suspects dans le collimateur et qui souhaiteraient procéder à leur garde à vue? Ça, on ne sait pas. Hein. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Mais il faut espérer que le fait de requalifier cette enquête puisse pouvoir faire évoluer les choses et qu'on puisse savoir enfin ce qui se trame derrière tout ça, puisque maintenant, évidemment, que la piste criminelle est clairement privilégiée avec l'intervention d'un tiers, alors ça peut être une ou plusieurs personnes, dans l'enlèvement et la séquestration du petit Émile. Puisqu'on rappelle hein, que le petit Émile est toujours introuvable et que la probabilité qu'il ait été enlevé par un tiers, que ce soit quelqu'un de la famille, on ne va pas revenir sur toutes les hypothèses qui ont été mises sur la table, ou un proche ou quelqu'un de l'entourage, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais voilà, clairement on s'oriente sur une piste d'enlèvement avec séquestration. C'est pour ça que malgré toutes les fouilles qui ont été effectuées autour du village, cela n'est rien donné. Mais ce qui serait peut-être intéressant, c'est aussi de procéder à des fouilles et à des perquisitions, je ne sais pas moi, par exemple au domicile des parents, ou dans le hameau où des habitations appartenant à la famille du petit Émile, des arrière-grands-parents, ont été brûlées, hein, dans le hameau du Boulard. Peut-être qu'il serait opportun de procéder à des investigations à ces endroits-là. Maintenant, si la personne, là où les personnes qui ont enlevé le petit Émile, que ce soit par vengeance, par, je sais pas moi, jalousie, rancœur, j'en sais rien, donc l'ont enlevé, c'est en voiture, hein, voilà, donc c'est sûr qu'il n'est plus dans le coin, hein, il a été déplacé, et si malheureusement il est décédé, son corps a dû être, on s'est débarrassé de son corps à un endroit où seuls le ou les suspects ont connaissance du lieu. Je veux dire, c'est impossible à retrouver si on ne démasque pas, si on n'identifie pas les suspects, ce sera impossible de retrouver le petit Émile. Je veux dire, ce serait chercher une aiguille dans une botte de foin. Donc, espérons que cette requalification juridique de l'affaire puisse enfin permettre à l'enquête de connaître une avancée notable et un dénouement, qu'on l'espère heureux, pour enfin connaître la vérité sur cette tragique disparition qui est depuis le début cousue de fil blanc.
C'est-à-dire, il n'y a rien qui tient debout hein, là-dedans, à commencer par le fait que le petit Émile échappait à la surveillance, non seulement de ses grands-parents, mais en plus de 8 autres membres de la famille qui étaient présents, a priori, au domicile des grands-parents. Enfin, si les informations qui ont été communiquées par les médias et les réseaux sociaux seront bonnes, hein, parce que ça, c'est toujours pas. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui sont fausses, là, dans tout ce qui a été communiqué. Sans parler des témoins qui sont complètement farfelus. Hein. On nous parle de couche-culotte, après on nous parle qu'il a été vu tout seul, mais il aurait été vu alors que pendant ce temps-là, les voisins fouillaient le hameau. Bref, il n'y a rien de cohérent. Notamment ce sexagénaire hein, qui raconte avoir vu le gosse. Alors, est-ce qu'il était chez lui? Est-ce qu'il était dans le jardin? Et qui se rassure en disant oui, mais le gamin, il n'était pas avec un étranger parce que mon chien n'a pas aboyé. Puis après, petit détail qui a son importance, le chien n'était pas présent. Il était pas présent, pourquoi? Parce qu'il se baladait comme certains chiens le font en pleine campagne tout seul. Non, 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 parce qu'il était chez le vétérinaire. Alors, soit ce témoignage n'est absolument pas crédible parce que il a été mal retranscrit par les médias et du coup ça ne veut rien dire, soit le type est atteint de démence ou d'Alzheimer précoce, je ne sais pas, parce que de là à ne plus savoir que son propre chien est chez le vétérinaire et s'en souvenir au dernier moment, il y a un petit souci. Hein. Bon, après, je sais pas, hein, parce que j'ai l'impression que tous les témoignages sont pas forcément très crédibles là-dedans. Ça a l'air un peu cousu de fil blanc. Donc, espérons que parmi ce sac de nœuds et ce marasme ambiant, hein, les enquêteurs arrivent à démêler le vrai du faux et arrivent à trier le bon grain de livret, parce que là, clairement, publiquement, c'est ni fait ni à faire. Mais espérons en tout cas que l'évolution juridique de cette affaire puisse permettre de la résoudre rapidement et que cela ne finisse pas malheureusement comme de trop nombreuses affaires de disparition d'enfants en cold case. Voilà. Affaire à suivre, malheureusement.